On commence la deuxième partie du cours sur l'animal, dans lequel on va rentrer dans le vif de la question cette fois. Peut-on retrouver notre animalité? 2. Pour pouvoir avancer, il nous faut une rapide reprise de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ce qu'on a mis en avant la dernière fois, c'est que l'épisode historique qu'on appelle la découverte du Nouveau Monde, c'est-à-dire la rencontre entre d'une part les Européens et d'autre part les Amérindiens, fait voler en éclats l'idée d'humanité. On a vu que l'éclatement de cette notion d'humanité, elle avait donné lieu à une solution à prétention scientifique. Cette solution, c'est celle du racisme. Le racisme, c'est la thèse qui consiste à affirmer qu'il existe différents groupes biologiques dans l'humanité qui sont suffisamment distincts pour qu'on dise que l'humanité ne soit pas véritablement une espèce homogène. Contre la thèse raciste, une seconde thèse a été formulée, l'humanisme, qui vise au contraire à réaffirmer l'unité de l'humanité. Un des grands enjeux du débat qui a opposé racisme et humanisme, c'est la question de savoir ce qu'il y a de commun aux différents êtres humains. Et à cet égard, on a montré que l'humanisme est une solution clairement plus satisfaisante, puisqu'elle implique la possibilité d'une critique de notre ethnocentrisme. Cependant, ce qu'on a montré par ailleurs, c'est que si le racisme et l'humanisme s'opposent, il y a au travers de cette opposition apparente quelque chose qui les réunit. Et cette unité, ce qui est commun au racisme et à l'humanisme, c'est le rejet de l'animalité. Rejet au sens où l'animal, c'est ce qui sert de négatif pour définir l'être humain. L'animal et l'homme sont définis réciproquement par une série de négations. L'animal n'est pas rationnel, l'animal n'est pas politique, l'animal n'est pas doué de langage. Et c'est cet ensemble de négations qui permet de constituer l'humanité et l'animalité comme deux catégories hétérogènes de concepts. Mais alors, si la question « peut-on retrouver notre animalité ?» prend bien pour fil conducteur la question des représentations du monde, la question revient à se demander si les animaux sont capables de se représenter le monde. Y a-t-il, entre nous et les animaux, la possibilité de se mettre à la place de l'autre? Entre l'homme et l'animal, peut-on trouver des représentations communes? Or, s'il y a véritablement une fracture nette, une différence claire, une opposition entre l'homme et l'animal, alors il semble que la réponse soit négative. Et il semble qu'il soit difficile de comprendre l'état actuel des débats sur cette question sans passer par l'auteur qui a véritablement donné toute son ampleur à la thèse selon laquelle les animaux n'ont pas de représentation, ne peuvent pas se représenter le monde, qui est René Descartes. Descartes a en effet comparé frontalement les animaux et les machines. Attention cependant, l'objectif de cette vidéo n'est pas du tout d'alimenter une vision de Descartes qui reviendrait à en faire une sorte de monstre rationnel incapable de saisir les passions du monde. On peut volontairement reconnaître que Descartes n'a pas eu comme objectif premier d'établir une communion entre l'homme et l'animal. Mais il faut quand même remarquer au crédit de Descartes que cette machinisation des animaux ne lui est pas totalement imputable. En effet, la responsabilité de cette machination, elle revient en bonne partie au disciple de Descartes qui s'appelle Malebranche. On dit souvent en effet que Malebranche était plus cartésien que Descartes, et sur ce plan, il a pu écrire des choses comme « Dans les animaux, il n'y a ni intelligence ni âme, ils mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, etc. » Dans ce contexte, la mécanisation des animaux commence à acquérir une signification morale qui n'est pas l'objet principal de cette vidéo. Remarquons simplement que cette question du rapport entre l'homme et l'animal est une question qui condense énormément d'enjeux, des enjeux moraux, des enjeux métaphysiques, des enjeux aussi de connaissance, et qu'on fait face ici précisément à un point névralgique, à un nœud dans lequel tous ces enjeux se rencontrent. Une des raisons qui peut nous faire nous opposer, parfois de manière un peu épidermique, à cette mécanisation des animaux, qui peut nous la faire considérer comme scandaleuse, c'est le contact plein d'affection, plein d'émotions spontanées et immédiats que nous pouvons avoir avec les animaux, en particulier avec les animaux de compagnie. Et en effet, dire des animaux dont nous sommes proches, les animaux de la ferme, les animaux de compagnie, mais aussi les animaux sauvages qui nous entourent, qui sont comme des machines, voire qu'ils sont des machines, eh ben ça semble contenir une certaine violence. Violence qui repose sur le fait de la négation pure et simple de l'affectivité de ces animaux. Et donc notre expérience courante du rapport que nous avons avec les autres animaux indique, en première analyse, de manière très spontanée, très simple, qu'ils semblent avoir des émotions et donc qu'ils ne sont pas seulement des machines. Mais sur cette critique un peu épidermique, qui revient à refuser radicalement la comparaison des animaux avec des machines, il semble que le seul matériau qui donne du crédit à cette critique spontanée de la comparaison des animaux avec des machines, eh bien c'est notre intuition personnelle.
Or, on sait très bien que quand on veut répondre à une question difficile, l'intuition personnelle, c'est très rarement un bon guide. D'ailleurs, à cet égard, il est extrêmement intéressant d'observer nos intuitions personnelles à l'égard non plus des animaux, mais des machines. Et pour réfléchir un peu sur la véracité de nos intuitions les plus spontanées, regardons ensemble ce petit extrait vidéo dans lequel interagissent des triangles et des cercles. Ce que je vous demande de faire pendant que vous regardez la vidéo suivante, c'est d'essayer d'imaginer le scénario, de vous décrire à vous-même, de vous raconter ce qui est en train de se passer. Le petit dessin animé que vous venez de regarder, c'est une représentation qui s'appelle l'illusion de Heider et Simmel. Cette illusion, elle est devenue classique dans les études de psychologie sur l'empathie et elle sert justement souvent de modèle pour étudier la manière dont assez spontanément nous avons tendance à attribuer une certaine fonction, à nous mettre à la place de certains personnages sur la base de schémas caractéristiques. Or, dans la vidéo, il n'y a que des formes géométriques qui sont mises en mouvement de façon mécanique, c'est-à-dire que nous avons effectivement affaire à une illusion. Nous projetons des sentiments qui sont en réalité les nôtres sur des objets qui sont extérieurs à nous. Il est donc possible que nous soyons dans le même rapport par rapport aux animaux qui nous entourent. Il est parfaitement possible, effectivement, que nous projetons sur les animaux des sentiments qui sont les nôtres quand nous interagissons avec eux. Par conséquent, il est justifié, en première approche, de ne pas trop se scandaliser par rapport à une éventuelle comparaison des animaux et des machines. Ne serait-ce que sur la base de cette critique de notre intuition spontanée qui repose sur le fait que nous avons tendance à projeter nos émotions sur ce qui existe hors de nous. Avant de continuer, notons d'ailleurs que ce mécanisme est une forme particulière de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est la tendance qui consiste à attribuer une forme humaine aux choses qui ne sont pas humaines. Le refus de la comparaison des animaux avec les machines n'est-il pas une manière de donner forme humaine aux animaux, une forme d'anthropomorphisme qui nous empêche de les connaître véritablement? Il faudrait donc, pour pouvoir avancer, formuler une critique de l'anthropomorphisme, une critique de ce mécanisme de projection, et c'est exactement ce par quoi commence Descartes. Un des textes les plus synthétiques de Descartes sur cette question de la différence entre l'homme et l'animal, c'est la lettre qu'il a écrite le 23 novembre 1646 au marquis de Newcastle. Et précisément à la fin de cette lettre, il décrit ce mécanisme de projection. Bien que les bêtes ne fassent aucune action qui nous assure qu'elles pensent, toutefois, à cause que les organes de leur corps ne sont pas fort différents des nôtres, on peut conjecturer qu'il y a quelques pensées jointes à ces organes, ainsi que nous l'expérimentons en nous, bien que la leur soit beaucoup moins parfaite. Dans ce très court extrait, Descartes formule l'idée de ce mécanisme de projection. C'est sur la base de deux choses. 1. La ressemblance des comportements. 2. L'existence des émotions en nous. Que 3. Nous tirons la conclusion qu'il y a les mêmes émotions que celles que nous éprouvons en nous-mêmes à l'intérieur des animaux. Autrement dit, le seul fait qui est donné, c'est le comportement des animaux. La seule chose que nous observons objectivement, c'est le comportement des animaux. Et sur cette base, la question qu'on peut se poser, c'est faut-il les comparer à des machines ? Une des idées qui fait la richesse de ce texte, c'est qu'il formule la possibilité d'une indépendance des comportements et de la pensée. Pour parler effectivement d'une forme de projection de notre intériorité sur celle des animaux, il faut admettre que si nos comportements se ressemblent, cela n'implique pas que nos intériorités se ressemblent et que par conséquent, nos intériorités sont indépendantes de nos comportements. Cette thèse très importante qui marquera fortement l'histoire de la philosophie, c'est la thèse du dualisme de l'esprit et du corps. Il est d'ailleurs à cet égard assez intéressant de remarquer que les mots que nous utilisons pour décrire les comportements des animaux sont assez ambigus. On utilise très souvent des mots qui désignent des émotions pour désigner des comportements.
Qu'est-ce que je dis en effet quand je dis quelque chose comme par exemple « mon chien est joyeux »,« mon chien est jaloux » ou « mon chien veut jouer ». Au sens le plus évident, il semble que ce que j'affirme par là, c'est qu'il a une certaine intention. Mon chien veut jouer, ça veut dire par exemple qu'il attend de moi que je réponde à sa demande et qu'on aille lancer la balle ensemble. Mais quels sont les comportements qui déclenchent chez moi ce constat, qui me font apprendre que mon chien veut jouer? Autrement dit, qu'est-ce que objectivement je décris quand je dis « mon chien veut jouer » ? Eh bien, je décris une certaine posture du corps de mon chien. Il a le dos arqué, il a les pattes en avant, il a la queue levée, il tire la langue et il me regarde droit dans les yeux. Quand mon chien adopte exactement ce comportement-là, alors effectivement, je sais que j'apprends que je dis que mon chien veut jouer. Tout le problème ici est de savoir si ces deux sens de l'expression « mon chien veut jouer » sont un seul sens ou sont deux sens différents. Est-il possible, par exemple, que mon chien adopte le comportement qu'on vient de décrire sans pour autant éprouver à l'intérieur l'intention que nous avons décrite auparavant? Autrement dit, les états intérieurs et le comportement sont-ils une seule et même chose ou sont-ils dissociables? Ce qui peut servir de point de départ à cette question, c'est le constat de la différence entre un être humain et une pierre quand ils sont mis face à la même situation. Dans ce contexte, la différence entre une pierre et un être humain peut être formulée de la manière suivante. La pierre ne se représente absolument pas la poussée, alors que l'homme a une représentation du fait qu'il est poussé. L'homme, dans ce contexte-là, il ne subit pas seulement l'action extérieure, en plus, il se la représente. Ici, la représentation, ça ne veut plus seulement dire ce qui est capable de désigner quelque chose, mais ce qu'un esprit est capable de former. Il y a quelque chose de plus dans l'être humain que dans un être purement physique. Il y a comme un redoublement. Non seulement le monde affecte l'être humain, mais en plus, il a une conscience. En première approche, on admet donc tous assez spontanément que le corps et l'esprit sont au moins partiellement indépendants. Une chose assez remarquable, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de passer par des objets extérieurs pour pouvoir donner des exemples de cette indépendance. En effet, au cœur même de notre propre existence, il y a plusieurs exemples qui permettent de montrer que des comportements qui au moins se ressemblent énormément, sinon sont identiques, ne sont pas accompagnés également de conscience. Un exemple assez frappant que Descartes prend lui-même, c'est celui du somnambulisme. La particularité du somnambulisme, c'est qu'un individu a des comportements qui semblent être des comportements éveillés, alors même qu'il est endormi. On a souvent tendance à objecter à ce type d'argument que, dans le somnambulisme, en fin de compte, je suis aussi conscient. Je suis conscient, certes pas de la même chose, mais je suis conscient puisque je suis en train de rêver. C'est en associant donc le rêve au comportement somnambule qu'on pourrait garantir le fait qu'il y a toujours une association entre mon corps et mon esprit. Cependant, il est remarquable qu'un comportement éveillé et un comportement somnambule peuvent être identiques alors même qu'ils ne sont pas accompagnés de la même conscience. La réponse que ferait Descartes donc à l'argument du somnambule reviendrait à dire la chose suivante, certes, mais deux comportements identiques peuvent avoir lieu avec une représentation de ce comportement qui est différente. Par conséquent, force est de constater qu'il y a bien au moins une indépendance relative du comportement et de la représentation du comportement, c'est-à-dire du corps et de l'esprit. Et si vous avez suivi, vous devez voir où ça va nous conduire. S'il est possible de dissocier les représentations du comportement et le comportement, alors on a déjà un début d'argument permettant d'établir que les animaux peuvent avoir les mêmes comportements que nous, sans en avoir pour autant la même conscience. Ce que nous avons montré, c'est qu'il y a un type d'êtres qui ont la particularité non seulement d'être affectés comme les autres par le monde, mais en plus d'être capables de se représenter leurs propres affections. Ce redoublement dans l'être qu'est la capacité à se représenter ses propres affections, c'est ce que Descartes appelle la conscience. La conscience, c'est donc une relation qu'on peut décrire comme impliquant trois termes. 1. Le sujet, ce qui se représente, ce qui forme la représentation, le sujet des représentations. 2. La représentation elle-même, ce que nous avons déjà établi par exemple comme étant le cas de la couleur, qui est une représentation de la longueur d'onde de la lumière. Et 3. L'objet de cette représentation, c'est-à-dire la chose qui est visée par la représentation. La conscience, c'est donc la capacité non seulement à être affectée par le monde, à être un objet, mais en plus à se représenter ses propres affections, c'est-à-dire à être un sujet. La thèse de Descartes revient à affirmer que les animaux ne sont pas des sujets, parce qu'ils ne se représentent pas la manière dont le monde les affecte.
Et pour défendre cette thèse, je vais ici me servir de deux types d'arguments. Le premier, c'est un argument qu'on peut dire comportemental, et le second, c'est un argument qu'on peut dire épistémologique. On peut formuler l'argument comportemental de la manière suivante. Premier point, on acceptera de dire qu'un être est conscient à condition qu'il fasse preuve de comportement intelligent. Or, deuxième point, les comportements des animaux ne sont pas intelligents. Par conséquent, on ne peut pas dire que les animaux sont conscients. Il est intéressant de remarquer que la première partie de l'argument, selon laquelle on peut dire qu'un être est conscient à condition qu'il ait des comportements intelligents, elle semble un peu contredire ce qu'on a montré juste avant, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a une indépendance du corps et de l'esprit. S'il y avait véritablement une indépendance absolue entre la conscience et le corps ou le comportement, alors on pourrait effectivement attribuer une conscience à n'importe quel type d'objet, y compris aux pierres, puisqu'elles seraient justement strictement indépendantes de leur comportement. Des affirmations radicales de cette indépendance entre l'esprit et le corps peuvent être trouvées par ailleurs dans l'histoire des représentations du monde. On peut par exemple penser à l'affirmation de la métempsychose, c'est-à-dire de la possibilité pour une conscience de passer d'un corps à un autre. Dans la conception du monde de l'école de Pythagore, par exemple, il est parfaitement admis que l'on doit éviter de manger des animaux parce que les animaux peuvent porter la conscience d'un être humain qui a été par exemple un de nos parents. Si tu manges ce steak, tu prends le risque de manger ton grand-père. Mais ce n'est pas une de ces versions fortes de l'indépendance de l'esprit et du corps que Descartes adhère. Tout son travail de philosophe et de scientifique va au contraire consister à essayer d'élucider la correspondance complexe entre l'esprit et le corps. Il écrit que l'esprit n'est pas dans le corps comme un capitaine dans son navire. S'il y avait une indépendance absolue, véritablement totale de l'esprit et du corps, alors il deviendrait extrêmement difficile d'expliquer comment se relient ces deux genres de choses. Il deviendrait envisageable que l'esprit, la conscience se détachent ou s'attachent arbitrairement du corps, ce qui semble véritablement être nié par énormément d'expériences que nous faisons. Descartes fait d'ailleurs partie des auteurs qui ont souligné l'extrême importance des variations biologiques, des variations par exemple de la circulation du sang, on y reviendra tout à l'heure, pour expliquer les modifications émotionnelles. Donc parce qu'on peut facilement reconnaître que la liaison entre l'esprit et le corps n'est pas absolument arbitraire, mais que c'est une intime connexion, on peut effectivement reconnaître qu'il y a une correspondance entre l'existence de la conscience et l'intelligence des comportements. Revenons donc à la seconde prémisse, selon laquelle les animaux ne font pas preuve de comportement intelligent. Pour la défendre, Descartes écrit la chose suivante, toujours dans la même lettre au marquis de Newcastle. « Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas, car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est que notre jugement ne nous l'enseigne. Et sans doute que, lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. Tout ce que font les mouches à miel est de même nature, et l'ordre que tiennent les grues en volant, et celui qu'observent les singes en se battant, s'il est vrai qu'ils en observent quelqu'un. Et enfin, l'instinct d'ensevelir leurs morts n'est pas plus étrange que celui des chiens et des chats, qui grattent la terre pour ensevelir leurs excréments, bien qu'ils ne les ensevelissent presque jamais, ce qui montre qu'ils ne le font que par instinct et sans y penser. Ce second argument revient donc à observer les comportements des animaux et à montrer qu'ils ne sont pas intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont mécaniques, par exemple parce qu'ils se reproduisent toujours de manière identique, sans être capables de s'adapter à la finesse du monde qui les entoure, aux particularités et aux nouveautés qu'ils rencontrent. Il y a pas mal d'auteurs qui ont attaqué cet argument, et d'ailleurs c'est la chose sur laquelle nous reviendrons dans la vidéo suivante. Mais si l'on admet d'une part qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, tel que les comportements intelligents permettent de reconnaître la présence de la conscience, et d'autre part que les comportements des animaux ne font pas preuve de cette intelligence, alors effectivement on peut conclure que les comportements des animaux ne sont pas des preuves de conscience. Cet argument est assez fort et d'ailleurs il est extrêmement couramment repris. C'est un argument qui fait partie de la culture courante et qui revient effectivement à dire que les animaux ont des comportements mécaniques et qu'en cela, non seulement ils ressemblent à des machines qui seraient extrêmement plus raffinées, extrêmement plus compliquées dans leur partie, mais qui seraient véritablement constituées mécaniquement et donc pourraient être étudiées comme on étudie le moteur d'une voiture. Et c'est d'ailleurs sur cette question, celle de l'étude des animaux, que porte le second argument.
Second argument que j'appellerai épistémologique parce qu'il porte sur la possibilité d'une connaissance des animaux. On peut formuler ce second argument de la manière suivante. En premier lieu, si on veut chercher la vérité, on ne doit reconnaître comme réel que ce qui est objectivement établi. Deuxièmement, on ne peut pas établir objectivement la conscience des animaux. Par conséquent, si on veut chercher la vérité, on ne doit pas reconnaître qu'existe une conscience chez les animaux. Le premier point, selon lequel on ne doit reconnaître comme réel que ce qui est objectivement établi, est quasiment une condition de possibilité de la définition de la science. C'est en effet le critère d'objectivité scientifique, reste à savoir ce qu'on entend par objectivité. On peut très bien le comprendre si on revient au mécanisme de projection qu'on avait établi au début de la vidéo. En effet, une connaissance peut être dite scientifique si elle nous livre quelque chose qui est hors de nous, si elle nous permet de représenter correctement la réalité. Or, ce qui fait obstacle aux représentations correctes de la réalité, c'est pas ce qui vient du monde extérieur, c'est pas ce que le monde nous donne en représentation, c'est ce que nous avons tendance à y ajouter. Un exemple assez classique qui permet d'illustrer ce problème d'objectivité scientifique, c'est les formes d'explications superstitieuses qui ont pu être données historiquement à, par exemple, des phénomènes météorologiques. En effet, on a pu expliquer par exemple le point de chute de la foudre, ou alors le fait qu'il n'ait pas plu pendant une saison de récolte par des décisions de type humain. Si l'on disait par exemple que s'il n'a pas plu, c'est parce que nous n'avons pas rendu les faveurs aux dieux, ou si la foudre est tombée à tel endroit pour punir tel individu, alors c'est effectivement en projetant des comportements typiquement humains sur des phénomènes naturels qu'on s'est empêché de les connaître. La projection de notre subjectivité sur le monde est donc une des conditions qui nous empêche assez paradoxalement de nous le représenter. C'est en confondant ce qui est subjectif et objectif qu'on entrave la voie de la science. Par conséquent, pour essayer de viser une connaissance qui soit scientifique, il faut essayer de pratiquer une forme de rétention de nos émotions, une forme de retenue à l'égard de nos instincts, pratiquer ce qu'on pourrait appeler une ascèse scientifique. Et c'est donc cette ascèse scientifique qui permet d'expliquer le premier point de notre raisonnement, qu'on doit ne reconnaître comme réel que ce qui est objectif, et donc qu'on doit supprimer en particulier les émotions de la réalité pour pouvoir en rendre compte scientifiquement. En partant de l'étude que nous avons faite du mécanisme de projection de nos émotions sur les animaux, on pourrait déjà avoir de quoi justifier le second point de ce raisonnement, selon lequel les animaux ne manifestent pas objectivement d'émotions, parce qu'il s'agirait de dire qu'effectivement les émotions que nous éprouvons au regard de leur comportement pourraient ne pas avoir lieu et résulter seulement de ce processus de projection. Cependant, pour éviter d'avoir une vision caricaturale de cette thèse chez Descartes, et en particulier du progrès de l'histoire des connaissances, il est intéressant de rentrer un peu dans le détail. C'est pour cette raison que je vous propose d'examiner la controverse qui a eu lieu entre Harvey et Descartes sur la question de la circulation sanguine. On a en effet tendance à avoir une vision assez mythologique de l'histoire des sciences, et notamment à travers une forme d'héroïsation des scientifiques. Dans le jeu complexe de la lutte pour la reconnaissance sociale, s'identifier à des héros nous permet de nous positionner socialement à l'intérieur de notre époque, et ce mécanisme social, il a tendance à nous faire nous tromper. La première vertu de l'histoire des sciences, à cet égard, c'est de nous rendre capables de nous positionner correctement au sein de cette histoire. Et s'il est vrai et important de souligner que c'est un progrès majeur que Harvey a rendu possible en 1628 en découvrant les fonctionnements de la circulation sanguine, on aurait pourtant tort de voir là une sorte d'héroïsation d'un personnage purement scientifique contre une philosophie, parce qu'on alimenterait justement une binarité science et philosophie que l'histoire nous démontre à chaque fois comme étant erronée. En effet, les raisons qui ont amené Harvey à formuler les expériences dans lesquelles il a permis de montrer le fait de la circulation sanguine ont des racines métaphysiques très importantes. En effet, le texte principal dans lequel Harvey présente sa découverte de la circulation sanguine, le De motu cordis et sanguinis, c'est un texte dans lequel il commence par affirmer son obédience, son respect pour les théories aristotéliciennes. En tant qu'aristotélicien, Harvey admet donc que les choses naturelles ont une essence indécomposable qui permet de les définir selon un ensemble de caractéristiques qui restent toujours les mêmes. C'est cette essence éternelle et incorruptible, d'ailleurs, qui lui permet d'expliquer le mouvement du sang.
Les thèses de Harvey s'inscrivent donc dans une certaine représentation du monde dans lesquelles les choses ayant une essence éternelle et incorruptible, c'est-à-dire une définition qui reste toujours la même et qui ne change jamais, alors effectivement, les mouvements des choses qui appartiennent à cette nature, ils doivent, d'une manière ou d'une autre, toujours les ramener à leur point de départ. C'est d'ailleurs pour cette raison que Aristote rendait compte du mouvement des planètes à partir de cercles parfaits. Le cercle parfait, c'est effectivement le mouvement qui permet à une chose de toujours revenir à son point de départ. C'est d'ailleurs cette même représentation du monde, dans laquelle les choses qui sont en mouvement doivent toujours revenir au point d'où elles sont parties parce qu'elles ont une définition qui est toujours la même, qui conduit Harvey à formuler une représentation du sang comme circulant, c'est-à-dire formant un cercle où il revient toujours à son point de départ, le cœur. En effet, la représentation du mouvement du sang à laquelle s'oppose Harvey est une représentation qui se sert d'un mouvement centrifuge, c'est-à-dire un mouvement dans lequel le sang fuit le centre. Par le cœur, servant de pompe, le sang serait propulsé aux extrémités des artères et alimenterait tout le reste du corps sans jamais revenir au centre. C'est donc contre ce mouvement centrifuge qu'Harvey va installer l'idée d'un mouvement qui soit toujours circulaire, toujours incorruptible, parce que le sang finit toujours par revenir à son point de départ. Or, une des conséquences de cette représentation du monde qui détermine la découverte par Harvey de la circulation du sang, c'est l'explication de cette circulation. Car si on admet qu'il y a bien une circulation sanguine, reste à savoir comment le sang circule. Qu'est-ce qui cause la circulation du sang? Plus précisément, car les auteurs sont en général d'accord pour reconnaître le mouvement musculaire du cœur qui sert de pompe pour propulser le sang dans le reste du corps, reste à savoir quelle est la cause de cette activité du cœur. Et c'est exactement sur ce point, quelle est la cause de l'activité cardiaque, que Harvey et Descartes vont s'opposer. Ce que défend Harvey, c'est que le cœur, étant un organe animé par la vie, c'est-à-dire par le sang, a un mouvement spontané, et que le mouvement musculaire, il n'a pas d'autre cause que le cœur lui-même. Descartes, à cet égard, est un philosophe matérialiste. Matérialiste au sens où il refuse complètement l'idée qu'il y aurait une nature élémentaire, des essences incorruptibles et éternelles qui composeraient le reste des choses du monde. Au contraire, il considère qu'il y a dans la nature des purs rapports de causalité qui se font sur un mode strictement mécanique. Tous les mouvements naturels sont de sorte qu'une chose est poussée par contact par une autre qui est proche d'elle, elle-même ayant été par contact poussée par une chose qui est proche d'elle, de sorte que la totalité des mouvements naturels se ferait de proche en proche par la stricte loi de causalité. Étant donné que pour Descartes il n'y a pas d'effet sans cause, il est donc impossible que le cœur soit doté d'un mouvement spontané, il doit donc y avoir une cause au mouvement du cœur. C'est la raison pour laquelle Descartes est conduit à proposer une explication concurrente à celle d'Harvey pour rendre compte du mouvement du cœur. Il va essayer de faire l'hypothèse d'un mouvement mécanique du cœur qui serait causé par une fermentation du sang à l'intérieur du cœur. Étant donné que le sang, à la fin de la circulation, est vidé de certains nutriments, il entrerait dans un mécanisme à l'intérieur du cœur qui produirait une chaleur qui déclencherait mécaniquement le mouvement du cœur et donc permettrait la continuation de la circulation sanguine. Derrière cette controverse sur les causes du mouvement du cœur entre Harvey et Descartes, il y a donc un ensemble d'enjeux qui permettent effectivement de comprendre pourquoi les relations entre l'homme et les autres animaux engagent énormément de questions qui dépassent complètement le seul plan moral. Mais ce qui est néanmoins vraiment intéressant, c'est les choix méthodologiques de ces auteurs. Si Descartes admet qu'il n'y a dans la nature qu'une causalité aveugle, c'est en effet pour une raison pleinement scientifique. Il veut désenchanter la nature, la défaire de l'idée de perfection qui caractérise la philosophie aristotélicienne et par conséquent la vision que Harvey a de l'anatomie. C'est cette exigence d'objectivité qui conduit donc Descartes à formuler une explication concurrente à celle de Harvey. Il est d'autant plus intéressant de noter qu'un auteur postérieur qui s'appelle Rioland montrera que le mécanisme que propose Descartes pour rendre compte de la circulation sanguine ne correspond pas à ce qui se passe effectivement à l'intérieur du cœur et donc qu'il est faux. La première chose que l'on peut tirer de ce moment de recul sur l'histoire des sciences, c'est qu'elle met en difficulté les représentations naïves que nous avons du progrès des connaissances et des conflits entre les représentations du monde. En effet, la postérité finira par montrer que la méthode de Descartes, même si elle repose tout entière sur une exigence d'objectivité, ne permettra pas de rendre compte du mécanisme réel qui a lieu à l'intérieur du cœur pour pouvoir expliquer la circulation sanguine.
Il est plutôt intéressant de reconnaître que les conflits entre différentes méthodes et différentes hypothèses sont généralement vectrices de progrès scientifique et que si, a posteriori, on a tendance à reconstruire le progrès des sciences comme quelque chose de linéaire, si on regarde en fait sa constitution historique, il est bien plutôt foisonnant, buissonnant, conflictuel, et que c'est précisément du conflit entre les théories scientifiques que provient en général les méthodes les plus intéressantes et les plus raffinées. La deuxième conséquence que l'on peut tirer de ce moment d'étude de l'histoire de la méthodologie scientifique, c'est effectivement une justification de la thèse selon laquelle on doit étudier les animaux comme s'ils n'avaient pas de conscience. Ce qui permet ici de rendre compte de la vérité sur le plan anatomique, c'est non pas la supposition qu'il y a chez les animaux certaines émotions, certains esprits, certaines essences qui détermineraient leur comportement, mais bien plutôt leur considération sur un plan strictement mécanique. L'hypothèse de comparaison entre les animaux et les machines, qui revient à dire effectivement que les animaux, on ne peut pas établir qu'ils ont une conscience, c'est une hypothèse méthodologique qui se justifie par la recherche de connaissances. On peut donc comprendre ce second argument qui revient à dire qu'effectivement, c'est en étudiant les animaux comme des machines qu'on sera capable de les connaître précisément. L'exigence de connaître les animaux comme les machines, c'est donc une exigence scientifique. Si l'on souscrit donc à ces deux arguments qui permettent de conclure d'une part que les animaux n'ont pas de conscience et d'autre part qu'on doit étudier les animaux comme s'ils n'avaient pas de conscience, alors effectivement on peut dire que la tentative de se mettre à la place des animaux, c'est-à-dire la question de savoir si on peut retrouver notre animalité, est d'une part absurde et d'autre part elle risque d'être superstitieuse. Il est aussi plutôt intéressant de remarquer que le débat sur le rapport, la ressemblance entre les machines et les animaux, il a une postérité très forte aujourd'hui, en particulier dans la question de l'intelligence artificielle. On a donc montré que sur la base de l'observation du comportement des animaux, d'une part, et d'autre part, dans un objectif d'exigence de vérité, on pouvait effectivement conclure qu'il n'y a pas de conscience animale. Les animaux sont donc des êtres sans représentation, à cet égard littéralement des objets, ils ne sont pas des sujets, ils ne se représentent pas le monde, et par conséquent, la tentative de retrouver notre animalité se trouve tout de suite vouée à l'échec. Il y a une différence de nature, une barrière stricte entre l'homme et l'animal, et cette barrière, c'est la capacité à se représenter le monde. Notons enfin que si on veut critiquer cette idée, on a en même temps ciblé exactement quels étaient les points qu'on devait attaquer. Le premier, c'est la question de savoir si les comportements animaux sont ou non intelligents. Et le deuxième, c'est de savoir si cette exigence de scientificité, la réduction de toute chose à un objet, elle est pertinente pour penser les animaux. Est-ce que effectivement il n'y a pas une particularité des êtres vivants, et en particulier des animaux, qui doit nous conduire à revenir sur cette exigence d'objectivité ? Est-ce que par exemple cette exigence d'objectivité scientifique pure, elle ne nous empêcherait pas de connaître l'être humain? Est-ce qu'elle ne peut pas par conséquent nous empêcher de reconnaître la nature des animaux tels qu'ils sont? C'est ce qu'on se demandera dans les prochaines vidéos.